36 heures dans la brume. Tels des oiseaux affolés, ses longs cheveux s'envolaient dans le vent avant de revenir lui fouetter le visage. Sous les brusques bourrasques, sa blouse se plaquait contre sa poitrine tandis que sa jupe, rouge sang à pois noirs, se gonflait comme les voiles des bateaux qui passaient près de 67 mètres plus bas. Ces bateaux glissant sur la mer. Si petit tout là-bas. Tout en bas là-bas, dessinant un ruban de mousse. Tout en bas là-bas, le pavillon fièrement dressé. Il disparaissait à tour de rôle sous le tablier du pont doré. Il disparaissait comme il lui fallait disparaître. De si haut, le saut risquait d'être mortel. La peur du vide, ancestrale, incontrôlable, s'infiltra en chaque fibre de son être. Jamais elle ne pourrait. Et pourtant, un si beau matin, c'était dommage. Ne pas regarder en arrière, ne pas écouter, résister à la tentation de la lâcheté. Le martèlement de la course se rapprochait. Les vibrations s'étaient emparées de la structure du pont, faisant écho à sa peur, prenant le pas sur sa peur. Elle serra jusqu'à en avoir mal au doigt un de ces nombreux câbles orange qui s'étiraient d'une pile à l'autre du pont, semblable au fil d'une toile d'araignée monstrueuse. Et puis un hurlement. « Non !» Le cri couvert par le bruit d'une détonation. Une douleur cuisante, la chute, puis le choc brutal de l'eau glacée, noire. Chapitre 1. La conscience lui revient vaguement. Il perçoit des voix. On crie, on appelle. Il est trop faible pour réagir. Toute son énergie est concentrée sur un but, malgré le froid resté accroché au pneu lisse qui le maintient à la surface. Les voix se rapprochent. Le clapotis changeant des vagues annonce un bateau. Deux paires de mains solides le saisissent pour le hisser hors de l'eau. On l'affale, dégoulinant tel un misérable maquereau sur le pont du bateau de pêche. Car il se trouve bien sur un bateau de pêche. Pas besoin d'ouvrir les yeux pour le deviner. L'odeur de poisson est affreuse, prégnante, suffocante. Il doit son salut à un de ces chalutiers qui cabotent le long de la côte pacifique. Peu de chance qu'ils soient encore vivants, déclare un pêcheur d'une voix rocailleuse. On est loin des côtes. Le naufragé a envie de protester, mais lui-même en doute presque. Reste-t-il encore un souffle de vie dans son corps glacé ? C'est drôlement bizarre, commente un autre pêcheur d'un ton perplexe en contemplant le pneu qui, déchargé de son fardeau, ondule maintenant au gré des vagues. On a beau être en 1937, je ne connais pas beaucoup de bateaux qui avancent avec des roues en caoutchouc. Son compère ricane. Sacré Tom, toujours le mot pour rire. Pas besoin de bateau à roues en caoutchouc pour repêcher des pneus. Avec toutes les cochonneries que les citadins balancent à la mer, on n'a que l'embarras du choix. Crois-moi, dans quelque temps, l'océan Pacifique sera une vraie poubelle. Faut toujours que tu te payes ma tête. L'océan, une poubelle, tu racontes vraiment n'importe quoi. J'ai du nez, voilà tout. Le naufragé se demande un instant comment on peut avoir encore du nez en passant ses journées dans cet univers pestilentiel. Mais il n'a pas le temps de trouver de réponse car le pêcheur enchaîne déjà. Reste à savoir s'il faut déposer ce drôle de poisson chez le croque-mort ou chez le médecin. À ces mots, l'instinct de survie se manifeste chez le naufragé. Et la logique l'emporte sur les doutes. Bien sûr qu'il est vivant. Sinon, le remugle ne lui donnerait pas la nausée. Il faut qu'il se fasse entendre, qu'il crie, qu'il proteste. Mais ses lèvres, scellées par le froid, refusent de s'ouvrir. Heureusement, l'homme n'attend pas de réponse de son protégé. Il saisit son poignet blanc et glacé pour lui prendre le pouls. Le verdict tombe. Bon, il semblerait que Doc Martin va avoir du boulot en rab ce matin. Un soulagement immense envahit le naufragé. Plus besoin de lutter, plus besoin de se faire violence. Il laisse le noir l'absorber de nouveau. Une douleur, brusque et piquante, à la tempe. Aïe! Le retour à la conscience. Il soulève avec difficulté les paupières et découvre un environnement qui lui est complètement étranger. Sur l'étagère à sa droite, il y a des tubes à essai, des pinces en métal, des fioles remplies de liquides de diverses couleurs,
des bocaux dans lesquels d'inquiétants reptiles baignent dans du formol. De l'autre côté, une gigantesque planche anatomique sur laquelle un homme écorché expose ses muscles sanguinolents. Face à lui, un squelette se balance langoureusement sous les effets d'un courant d'air. Et juste à côté du squelette, un homme mince, à la barbe taillée au cordeau. Le regard trouble du naufragé s'accroche à lui. « Où suis-je ?»« Tu es chez le docteur Martin, mon gars, » répond le barbu en jetant la compresse avec laquelle il vient de désinfecter la plaie de son patient. « Heureux de te voir revenir à toi. Comment te sens-tu » Les picotements diminuent progressivement jusqu'à ce que la douleur devienne supportable. Le blessé, qui est allongé sur une table de soins, tente de se redresser avant de se laisser retomber en arrière. Fatigué. Normal après ce que t'as vécu. Le médecin s'approche pour lui bander la tête, puis lui saisit le bras. À son tour, il lui prend le pouls. Satisfait, il lui pose ensuite son stéthoscope sur la poitrine. L'adolescent réalise qu'il est torse nu, juste vêtu d'un caleçon. Il n'y prête guère attention. La remarque que vient de lâcher le docteur le préoccupe bien davantage. Qu'a-t-il donc vécu au fait ? Il fronce les sourcils, tente de remonter le fil du temps. Cela lui demande un effort de concentration immense. Il a l'impression que la réponse à cette question banale est là, toute proche. Il va la trouver, bien sûr. Mais le médecin, inconscient des difficultés auxquelles son patient est confronté, ne le laisse pas finir ses investigations. Avec un sourire chaleureux, il l'interroge. « Dis-moi, comment t'appelles-tu » ? « Matt. » L'adolescent s'interrompt brusquement. « Matt ? Matt comment ?» relance le médecin. Le naufragé fixe l'homme aux cheveux bruns comme s'il allait lire sur ce visage la solution de cette inextricable énigme. À nouveau, il déploie une activité cérébrale intense. Il cherche, échoue, repart à l'assaut, tente de forcer sa mémoire. En vain. Au bout de longues secondes, l'horrible vérité s'impose à lui. Il est incapable de répondre. « Je ne sais pas, » avoue-t-il bouleversé. Il se prend la tête entre les mains et essaie encore dans une ultime tentative de fouiller son cerveau. Qui suis-je ? D'où je viens ? Tant de questions tourbillonnent dans son esprit. Il a tout oublié, comme s'il n'avait jamais existé. « Je ne sais pas, » répète-t-il. « Non, c'est pire, je ne sais rien, » confesse-t-il presque honteusement. Son regard éperdu trahit sa détresse. Même si le docteur se veut rassurant, ce qu'il lui révèle réveille en lui une angoisse sourde. « Tu as reçu un choc à la tête. À vrai dire, on t'a tiré dessus. T'as eu une chance incroyable. La balle n'a fait que t'emporter un morceau de peau au niveau du crâne. » Quelle chance, effectivement, songe le naufragé. On me tire dessus et le doc appelle ça de la chance. Il en voudrait presque à cet homme. Dans une telle situation, il faut bien se défouler sur quelqu'un, non ? Mais aussitôt, devant ce visage empli de compassion, il prend la mesure de son injustice. Il n'y est pour rien, ce brave médecin. Ce dernier, d'ailleurs, prend vite la mesure de son désarroi et ajoute avec douceur. Il est assez courant qu'une commotion cérébrale entraîne une amnésie temporaire. C'est angoissant pour celui qui l'expérimente, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Surtout que l'examen médical a montré que tu es en parfaite santé. Tu es jeune, tu te remettras vite. Quant à la mémoire, elle revient généralement dans les heures ou les jours qui suivent. C'est effectivement rassurant. Ou pas. Matt a relevé un adverbe dérangeant. Généralement, et dans les autres cas ? Le docteur prend son temps pour répondre. L'angoisse de l'adolescent augmente. Par la fenêtre ouverte, un insecte volant s'invite dans le cabinet médical. Son léger vrombissement trouble à peine le silence qui s'est installé. La petite bête se pose près de Matt en refermant ses ailes rouges à pois noirs. Alors soudain, comme sous l'effet d'un coup de fouet, le naufragé se redresse. Son visage s'est éclairé. « La coccinelle !» Il passe et repasse une main nerveuse dans sa tignasse poisseuse de sel. Malgré son agitation, la scène est d'une clarté absolue dans son esprit. Elle semble se dérouler en direct devant lui. Il y a cette fille, je ne discerne pas ses traits. Ses cheveux lui couvrent le visage. Elle porte une jupe noire à pois rouges. Non, je dis n'importe quoi. C'est une jupe rouge à pois noirs, comme les ailes d'une coccinelle. Sa jupe enfle sous les assauts du vent. J'ai peur qu'elle s'envole. Et puis il y a les filins, les pylônes d'un pont.
C'est grand, gigantesque. Le docteur ne cache pas son intérêt, mais il attend patiemment que Matt s'interrompe pour le questionner. Je ne veux pas qu'elle saute, je ne veux pas. L'adolescent se tait soudain comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Alors le médecin demande avec douceur. Ce pont dont tu parles, tu peux le décrire plus précisément ? Le naufragé se concentre. Je ne sais pas trop quoi dire. Ah si, tout est d'une étrange couleur orange. Cette fois, on dirait qu'il vient de tirer le numéro gagnant. Doc Martin sourit largement. Ton pont, je le connais bien. Et sur ces paroles encourageantes, il abandonne son patient dans la salle de soins et disparaît dans le couloir.